de pouvoir dans 10-15 ans emprunter, ne serait-ce que pour rembourser les crédits qui arrivent à terme au taux d'aujourd'hui, nous rend complètement aveugles sur la possibilité de faire face demain à nos engagements. C'est pour ça qu'il faut réformer, c'est pour ça qu'il faut changer et que la France mérite une croissance plus importante que ce qu'elle a. Si vous ne produisez pas de richesse, évidemment, les choses vont moins bien. Vous ne financez pas votre modèle économique et social. Vous ne financez pas vos services publics. Donc il faut à la fois produire de la richesse et à la fois mesurer les coûts. Comment pouvez-vous parler de réformer les structures, puisque par exemple dans l'éducation nationale, vous nous proposez une autonomie et vous nous privez, heureusement, dans l'université, par exemple, de lever des frais d'inscription plus élevés. Non, mais donc on ne va pas pouvoir... Le statut de fonctionnaire reste, et puis je regarde le système par répartition. Vous nous dites quoi? Vous n'aurez pas les moyens, bien entendu, n'importe quel gouvernement, ce n'est pas le vôtre, n'aura pas les moyens, bien entendu, de financer. Et vous nous êtes en train de nous dire que maintenant on va prendre la retraite à 60 ans et un petit peu plus tard. En fait, c'est pour ça que je parle de répudiation de la dette, en tout cas pour les pensions de retraite. Donc, vous ne voulez pas passer la capitalisation, vous ne voulez pas offrir aux jeunes cette possibilité, c'est un point important. Si je veux dégager, bien entendu, ma génération, la génération suivante, du coût qu'elle a porté, il faut que je trouve un moyen de faire la transition. Donc, ce que vous ne voulez pas la faire, donc vous maintenez le système et vous allez alourdir la dette. Parce que, quoi que vous en pensiez, même à 60 ans, 69 ans, vous aurez, fort heureusement d'ailleurs, les gens vivants. Il y a plus de centenaires hommes aujourd'hui qu'il y en avait autrefois, eh bien, il faudra les financer aussi. C'est pour ça que le président de la République, vous savez, on a fait une conférence sur le déficit. Le président de la République a réuni la semaine dernière pour avoir tous les acteurs autour de la table, parce qu'après, en sortant de la crise, il est naturel de se poser la question, on fait un point, et puis on regarde comment revenir le plus rapidement possible à moins de dettes et moins de déficit public. Il faut en parler avec tout le monde. Et dans le domaine de l'assurance maladie, comme dans le domaine des retraites, c'est des sujets qui sont aujourd'hui totalement sur la table. Et dans le domaine de l'assurance maladie, il y a un vrai sujet qui est celui de la dépendance. On vieillit, etc. Et c'est tant mieux, à la limite, on vit plus longtemps. Mais il y a des dépenses nouvelles qui se font jour. Il faut qu'on ait des systèmes financiers nouveaux aussi. Juste un point. Oui. 60 ans. Vous êtes capable de pousser la retraite jusqu'à l'âge de 60 ans. À l'heure actuelle, les fonctionnaires, c'est 58 ans, d'après vos chiffres, après celui-là. Pour les fonctionnaires, est-ce que vous proposez une retraite plus avancée, 69 ans, etc. Après tout, le fonctionnaire vit plus longtemps. On a parlé de l'âge moyen de départ à la retraite. Chez un fonctionnaire, part en moyenne aux alentours de 58 ans et demi, 59 ans. Dans le privé, on part aux alentours de 61 ans. Mais ce débat-là, il va venir. Ce débat sur la retraite, il va venir. J'espère dans le 15 février. J'espère dans le consensus, parce que la question qu'on doit se poser, c'est comme on prend un trimestre de vie par an en plus, on prend un trimestre de vie, c'est plutôt une bonne nouvelle. On vit de plus un trimestre par an. La question est de savoir comment on partage ce trimestre, au fond. Combien de temps à la retraite, en plus, et combien de temps en activité, en plus. C'est un débat qu'on doit avoir. Quand j'ai commencé... Non, mais juste, on arrête sur la retraite, parce que c'est prévu pour le 15 février, on va le faire. Une question de Paul Jorion et François Closet. J'ai une question à vous poser, c'est justement, je raccroche à la conversation précédente, ces trois notateurs, ces trois agences de notation, qui sont... Elles se sont trompées, oui. Elles se sont trompées. Est-ce que vous ne pensez pas, elles ont en ce moment le pouvoir de dire quel est le risque de crédit des nations? Elles le disent à propos du Portugal, de la Grèce, etc. On se souvient, c'est une entreprise qui avait des problèmes, qui s'appelle Enron, aux États-Unis. Elle est tombée en 6 semaines. Elle était numéro 7 dans les entreprises aux États-Unis. Et elle est tombée en 6 semaines par l'action concertée de ces agences de notation. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de problème, mais il y a eu un effet qui était un effet induit de une agence sur l'autre et ainsi de suite. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est... surtout un système assez largement escroquant, Bon, exactement. Bon, oui, bon, d'accord. Non, je croyais que vous alliez dire les agences de notation. Alors, ces trois firmes privées, dont une est la filiale d'une entreprise française, est-ce que vous ne croyez pas que ces trois firmes privées qui ont fait plein d'erreurs, qui étaient sur la sellette il y a seulement 2 ans, est-ce que vous ne pensez pas qu'elles ont un pouvoir exorbitant sur le destin des nations? Vous n'avez en même temps, dites-le, rappelez ce que sont ces agences de notation, quel est leur travail exactement pour que tout le monde soit au courant. Leur travail, c'est de donner une note, c'est de mesurer la solidité d'une institution. Donc elle mesure la solidité d'une ville, d'un État, d'une entreprise et également d'État. Alors tout ça a été compliqué, mais au fond c'est ça. Elle mesure la solidité pour justement dire au marché, voilà, si vous prêtez à un tel, voilà quelle est sa solidité. Si la solidité n'est pas très élevée, évidemment, dans ce cas-là, celui qui n'est pas très solide, il va emprunter très cher, parce qu'il faut que le taux de rentabilité soit très fort. Pour ce qui arrive à la Grèce aujourd'hui. Le risque. Exactement. Mais la Grèce vient d'emprunter il y a quelques jours plus de 8 milliards d'euros et ça s'est correctement passé. La France est un bon risque.
la France, les marchés ont confiance en la France, c'est pas inutile de le voir, parce que pas uniquement parce qu'elle est bien notée, les marchés regardent quand même autrement, pas uniquement les notes qu'on a, ils regardent ce qu'est la France aujourd'hui, ses capacités industrielles, etc., etc. La France aujourd'hui est un grand pays, et c'est un pays donc qui a les moyens, qui a du potentiel, même si c'est difficile, qui a du potentiel, et donc ce potentiel fait qu'en réalité on emprunte presque au même niveau que les Allemands aujourd'hui. On emprunte, sur le marché, on doit emprunter à 0,5% à court terme. Donc c'est évidemment très peu. C'est le signe que les marchés ont confiance en la France. Ça, on doit le préserver. On doit le préserver comme la prunelle de nos yeux. Et les réformes de structure qu'on engage au gouvernement, les réformes de structure, elles vont en ce sens-là transformer la France, conserver notre modèle, notre pacte républicain. C'est pour ça que je pense qu'on peut changer un certain nombre de façons de faire. On doit être plus productif, moins dépensier. C'est tout ce qu'on a essayé d'engager. Et en même temps, il y a un certain nombre de trucs qui font que ça s'appelle le pacte républicain, qu'on vit ensemble, il y a plus d'équité, plus de justice, qu'on est fier d'être français, qu'on a envie d'être solidaire. Tout ça, il faut faire aussi attention de le préserver. François. Oui, là encore, je crois qu'on n'explique pas bien ce qu'est le problème du déficit. Il faut savoir que le déficit, c'est un outil économique qui, en cas de crise, lorsque la demande est insuffisante, permet de mettre de l'argent, si possible en faisant des investissements plutôt qu'en finançant uniquement le fonctionnement. Alors, on s'endette parce que ça va mal pour faire redémarrer. Mais, dès que ça a redémarré, dans les années de vache grasse, on rembourse les dettes. Ça, c'est une très bonne utilisation du déficit et tout le monde en est d'accord. Ça s'appelle tout simplement une politique budgétaire. Mais où est le problème avec la France? C'est que la France s'est installée dans cet endettement qui n'est pas de 3%, je vous le rappelle, mais de 20% depuis 30 ans et qu'elle a fait ses dépenses supplémentaires, pas du tout pour investir, vous l'ignorez, mais le rapport Pébro l'a établi uniquement pour son fonctionnement. Tout le monde est très content. Ça n'est plus du tout une politique budgétaire. Ça devient une politique de démission budgétaire. Et voyez-vous, si nous avions abordé la crise, car le péché de l'endettement, vous avez raison de le dire, ce n'est pas depuis la crise, c'est dans les 30 années précédentes. Car si nous avions abordé la crise sans gros endettement, eh bien, nous nous serions endettés, on aurait fait redémarrer l'économie, ensuite, avec les fruits de la croissance, on aurait remboursé nos dettes et on aurait continué. Mais comme nous avons abordé la crise avec déjà plus de 60% d'endettement, nous sommes dans la situation du coureur qui s'est déjà dopé dans le plat et qui, au moment d'aborder un effort, il ne peut pas prendre de fortifiant, il en a trop pris. Vous avez du talent, incontestablement. Enfin, les chiffres que vous citez, ils sont complètement faux. Lesquels? Mais en même temps... Quels chiffres sont faux? Les 60%, 20%, enfin bon... C'était pas 60% la dette de la France au début de la crise. C'est 60% du PIB. Ce que je veux dire, c'est grave que c'est 60% du PIB. Nous menons c'était 60% sur les charges de fonctionnement, sur les charges de fonctionnement, nous menons une politique qui est une politique de diminution des charges de fonctionnement. La France en 2009, elle n'a pas dépensé plus qu'en 2008. Le budget de l'État pour la première fois de sa vie, oui, moi je regarde ce qui se passe en ce moment. Non mais c'est vrai, sur 30 ans, on est en déficit depuis 30 ans, donc vous aurez toujours depuis 30 ans. Mais nous n'avons pas dépensé plus en 2009 qu'en 2008. C'est la première fois que ça arrive. J'espère que nous allons prolonger cela parce que c'est évidemment un point important. Nous réduisons les effectifs de la fonction publique. Nous réformons les services publics. Alors pour certains c'est trop, pour d'autres c'est pas assez. Ça doit être à peu près la bonne politique. Nous avons réduit de 100 000 le nombre de fonctionnaires. Et en même temps, on doit travailler avec les fonctionnaires sur comment mieux estimer le service public, comment les faire mieux traverser. Oui, mais d'accord, il y a 5 millions de fonctionnaires, il y a trop de fonctionnaires aujourd'hui en France. Le métier de fonctionnaire doit être, on doit retravailler avec les fonctionnaires, à retravailler sur ce métier, mieux les payer et en même temps avoir plus de responsabilités, avoir des carrières plus intéressantes, etc., etc. Bon, c'est un vrai travail. Et en même temps, il y a trop de fonctionnaires, donc on réduit le nombre de fonctionnaires, on modifie la nature des services publics, on réforme l'université, on réforme la justice, et on investit dans l'avenir. Tout ça, ce sont autant de points qui redessinent en fait une France qui croit en son avenir. Et la seule façon de lutter contre les déficits, c'est bien celle-là. C'est de regarder en réalité une France qui va travailler encore plus, différemment, qui va produire plus de richesses. Tout ça, ça nécessite des réformes de structure. On ne peut pas se complaire, c'est vrai, uniquement dans les charges de fonctionnement. Vous croyez que je suis contre la réforme de l'État?
Je pense que vous êtes favorable, vous avez même écrit un très bon livre là-dessus. Dernière image, parce que les Américains sont dans une situation très similaire à celle des Français, eh bien Barack Obama